Fake news de Libération, les décodeurs du monde, l'AFP factuel. Ils sont des dizaines et des dizaines à défendre le politiquement correct au sein d'entités gavées d'argent public, de votre argent. Et nous, sur Immédiat, nous sommes une toute petite équipe pour démonter les mensonges du système. Nous avons besoin de vous. Aidez TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Foot féminin, l'hystérie médiatique. Avec la Coupe du Monde de football féminin, les médias ont décidé de se transformer en organe de propagande féministe. Gay Pride à Saint-Denis, LGBT et médias BA. Avec cette première Gay Pride à Saint-Denis, les médias ont tout fait pour convaincre que le 9-3 n'était pas un endroit plus dangereux qu'un autre pour les LGBT. Cagnotte Litchi, des convocations coup de poing. Dans le cadre d'une plainte contre Litchi, plus d'une centaine de donateurs à la cagnotte pour le boxeur d'Étinger ont été convoqués par la police. Une décision très critiquée. Et vous retrouverez le zapping et les tweets. C'était le matraquage médiatique de la semaine, vous n'avez pas pu y échapper, dans tous les JT, dans tous les journaux. Les médias ont fait un maximum d'écho à la Coupe du Monde féminine de football, avec par exemple cette une de Libération, les femmes touchent au but, ou encore celle du Monde. Début en fanfare pour le mondial féminin. Alors cet embrasement, il n'est pas seulement médiatique, mais il est également politique, on va le voir avec cette vidéo de Sibeth Ndiaye et Julien de Normandie. Alors que les vrais pros, elles sont là. T'as carrément raison, les vrais pros, c'est notre équipe, et on espère tous qu'elle ira en finale. Pas vrai? Ah ça c'est clair. On les supporte, et c'est dès ce soir. Mais dites-moi Nicolas, c'est qui ces guignols? Ce sont des membres du gouvernement, Jean. Ah, ce sont des ministres. Ce sont des ministres. Alors ils sont grimés en supporters. C'est vrai que ça fait pas très sérieux. En soutien, et ils parlent pas non plus vraiment français parce que Madame Sibeth nous dit on les supporte. En français, on dit on les soutient. Voilà, le porte-parole du gouvernement français ne parle même pas un français un minimum correct. Alors ça, c'est pour la forme. Le fond, c'est presque plus grave puisque on a une injonction de propagande d'être devant son téléviseur ou son écran pour soutenir une équipe sportive. Une injonction de propagande. Alors ce ne sont pas les seuls, les hommes politiques à proposer cette injonction. Il y a eu un emballement médiatique autour de la Coupe du Monde féminine et de l'équipe de France en particulier, parfaitement décrypté par un article de 20 minutes. Du néant à la cohue, retour sur la révolution médiatique du foot féminin. Le journaliste Aymeric Le Gall, qui est spécialement chargé de suivre l'événement pour 20 minutes, parle d'une entrée dans une autre dimension pour l'équipe de France féminine. Et une des joueuses affirme même dans cet article « On n'avait jamais vécu ça, c'est un rêve de voir autant de médias ». Et Noël Le Graët, qui est le président de la FFF, la Fédération Française de Football, note malgré lui le parti pris médiatique. Les médias jouent un rôle important, le nombre d'images, de reportages depuis un mois nous aide énormément. Je n'en ai jamais vu autant pour les filles, confiait-il. Avant même de réfléchir et de se reprendre, note 20 minutes, et même pour les garçons en fait. Donc on voit qu'il y a un emballement médiatique énorme. Et le journaliste de 20 minutes le confirme. Dans la plupart des médias français, ce mondial féminin a été pris très au sérieux. Les moyens matériels, humains et financiers n'ont jamais été aussi importants. Pour le Figaro, le football féminin vit une véritable montée en puissance et 2019 représente l'année de tous les records. Le Figaro note ainsi que l'ouverture du mondial a fait la une des plus grands quotidiens et que près de 63% des Français se déclarent prêts à suivre la compétition. On voit donc, Jean-Yves, qu'il y a eu un emballement médiatique autour de cette Coupe du Monde. Alors, un emballement médiatique qui est quand même tout à fait étonnant parce que le football féminin est un sport finalement très très peu pratiqué. Il y a assez peu de licenciés femmes. Il y a plus de 2 millions de licenciés football hommes et il y a 150 000 licenciés femmes. Beaucoup moins, par exemple,
que de femmes licenciées sportives en équitation, plus de 600 000. C'est un sport où il y a d'ailleurs beaucoup plus de cavalières que de cavaliers. En natation, en tennis, qui sont des sports où il y a à peu près autant d'hommes que de femmes. Donc c'est tout à fait artificiel de mettre en avant cette opération de football féminin. Alors, pourquoi les médias s'y intéressent-ils? Pourquoi? Bon, il y a, c'est vrai, une raison, on peut dire, objective, c'est une compétition qui a lieu en France. Mais il y a surtout derrière cela une opération de propagande et d'ingénierie sociale. C'est une opération pour faire progresser l'idéologie féministe, l'idéologie diversitaire, et à la fois l'égalité homme-femme, puisqu'on va montrer que les femmes aussi peuvent jouer au football, quand même un sport plutôt physique, on va dire. Bon, voilà, donc ça c'est la première opération. Et puis c'est un sport, précisément peut-être d'ailleurs parce qu'il est assez physique, où les minorités ethniques peuvent être relativement présentes, à la fois dans le football masculin et dans le football féminin. Donc on refait un peu pour les femmes ce qui avait été fait lors de la Coupe du Monde de 1998, une opération France black blanc beurre. Voilà. Donc il y a tout cela derrière. C'est une opération de propagande. Et on voit, comme dans toutes les bonnes opérations de propagande, l'action du gouvernement avec les deux pitres qu'on a vus tout à l'heure, et puis l'action des médias, toutes origines confondues. Et probablement aussi les publicitaires qui voient un intérêt financier et commercial. Voilà. Et je crois d'ailleurs que vous aviez un parallèle historique avec du capitalisme qui prend fait et cause pour le féminisme. Absolument. Alors, il y a eu une alliance très importante entre les féministes et une puissante force économique dans les années 1920, pas dans les années 1920 actuelles, les années 1920, c'est les cigarettiers, les fabricants de cigarettes qui ont utilisé à fond le courant féministe pour doubler tout simplement leur marché. Et donc ça a bien marché d'ailleurs, parce que l'alliance des féministes et des cigarettiers a pratiquement doublé, en tout cas fortement augmenté la consommation du tabac et a permis aux femmes d'accéder au cancer du poumon. Alors ça marche également effectivement pour le foot, puisque il y a eu un succès d'audience avec 10 millions de personnes devant TF1 pour le premier match de l'équipe de France féminine, puis 9 millions sur le second, c'était hier soir. Et donc avec TF1 qui pourrait revoir à la hausse ses tarifs publicitaires, et les hôteliers qui se frottent les mains, parce que le mondial féminin est un succès pour eux. Donc finalement, la propagande... La propagande, ça marche. Ouais, tout simplement. La propagande, ça marche. Ça a marché... en Allemagne nationale-socialiste, ça a marché en Union soviétique, ça a marché en Chine, ça marche en Corée du Nord, ça marche en France, dans la France républicaine de 2019, ça marche aussi, c'est pareil, rien de nouveau. Alors la propagande, on va se focaliser sur un article qui est assez drôle, celui du Huffington Post, intitulé « Coupe du monde, les différences entre le football des femmes et celui des hommes ». Le journaliste note « 11 joueuses sur un rectangle vert, des schémas tactiques connus, des sprints et des frappes en lucarne. À première vue, difficile de dire ce qui sépare le football pratiqué par les hommes de celui des femmes. Et pourtant, en creusant un peu, il s'avère que des différences assez profondes existent tout de même. » Alors, quelles sont ces différences ? Eh bien, le journaliste cite pêle-mêle le fait que les femmes simulent moins que les hommes, que les femmes réfléchissent plus et mieux que les hommes sur le terrain, et qu'elles ont une vision du jeu supérieure. Sauf que ça s'arrête là, alors que les plus grandes, les plus évidentes des différences ne sont évidemment pas celles-là, c'est évidemment d'autres différences. Voilà. Ce sont des différences physiques, des différences de force musculaire, et d'ailleurs, je crois que quand il y a des compétition entre des équipes professionnelles féminines et des équipes de jeunes amateurs un peu jeunes. De jeunes de moins de 15 ans. Moins de 15 ans, un peu physiques, c'est plutôt eux qui gagnent. Voilà. Ouais, complètement. Bon, et pourtant, il n'en parle pas. D'ailleurs, il y a une raison. On ne fait pas d'équipe mixte. Ouais. Voilà. Alors que, par exemple, dans d'autres sports, par exemple, dans des compétitions d'équitation, il y a aussi bien
des hommes que des femmes. Il y a un peu plus de cavaliers pour les choses les plus rudes, mais il y a aussi des cavalières. Alors, ce qui est quand même incroyable dans cet article, qui est un modèle de propagande, c'est qu'il n'y a pas un mot sur ces différences qui sont pourtant les premières auxquelles on pense quand on compare les deux football féminin et masculin. Mais bon, c'est la propagande, tout simplement. Alors, autre exemple, peut-être moins de propagande que de tyrannie médiatique, le cas Finkielkraut. Le 5 juin dernier, le philosophe était invité par Sonia Mabrouk sur CNews et il a été interrogé sur le football féminin. On va voir que sa réponse n'a pas plu à Sonia Mabrouk. Vous me faites peur. Le football. Oui, mais j'ai décidé de ne plus jamais parler de football à la télévision. Football féminin. Ah bah alors là, non, j'aime pas le football féminin. Comment ça? Pourquoi? Quelle différence? Vous n'allez pas me faire une hiérarchie sur ce sujet aussi? C'est pas possible. Mais alors après, on va faire le rugby féminin. Mais arrêtez l'égalité, bien sûr l'égalité, mais un peu de différence, si vous voulez. Alors, selon Sonia Mabrouk, eh bien, ne pas avoir envie de regarder le football féminin, ça serait même rétrograde. Et après, vous allez me demander de regarder un match de boxe entre femmes, et puis un match de rugby. Eh ben moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie, c'est tout. C'est tout. Vos propos, pardonnez-moi, là on n'est plus dans le conservatisme, là on est dans le... Hein, on est dans quoi? Mais on est dans quoi? On est dans quoi? Pourquoi ce sont des formidables sportives avec des parcours hors pair, des combattantes sur le terrain, comme les hommes. Pourquoi n'est-on pas capable d'aimer l'égalité et la différence? Oui, ça c'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'il y a une obligation. Il y a une obligation d'aimer, il y a une obligation de regarder. C'est une contrainte au moins psychologique et morale. Alors évidemment, en plus, après ce qu'on pourrait qualifier, ce que les médias pourraient qualifier de dérapage, on va voir la réponse à la Finkielkraut à ce terme tout à l'heure, mais il a été accusé de sexisme par les médias et il a été s'expliquer sur le plateau de C'est à vous, où il a commencé par justement bien préciser ce qu'on entendait aujourd'hui par le terme dérapage. J'ai été interrogé à brûle-pourpoint sur la Coupe du Monde féminine. J'ai fait la réponse que j'ai faite. Visiblement, c'est ce qu'on appelle dans la novlangue d'aujourd'hui un dérapage, puisqu'il existe un code de la route intellectuelle et une police qui sanctionne tous les écarts. Donc, outre ce retour sur le terme dérapage, eh bien, Alain Finkielkraut s'est expliqué. Je mets en garde contre le risque de sacrifier la différence la différence des sexes en l'occurrence, sur l'autel de l'égalité. Jean-Yves, des explications d'Alain Finkielkraut qui n'ont pas semblé convaincre Bernard Guetta ou Anne-Elisabeth Lemoine. Alors, il faut bien dire qu'il tombait devant un tribunal médiatique particulièrement bien choisi et bien sélectionné, puisqu'on avait Patrick Cohen, dont le macronisme de combat est quand même assez connu, Lescure, qui a été membre du comité de soutien d'Anne Hidalgo, donc on voit aussi assez bien quelle est l'orientation politique. Et puis alors, ce qui est encore plus extraordinaire, parce que là, il n'y a plus de raison de se gêner, on a Laurent Saïm, qui a été l'ancienne porte-parole de Macron pendant la campagne présidentielle, et Bernard Guetta, qui vient d'être élu député En Marche. Enfin, apparemment, il n'est pas en train d'occuper son mandat, puisqu'il vient faire le métier de journaliste, d'inquisiteur sur C'est à vous. C'est quand même, quand on voit la liste des gens qui constituent le plateau, c'est quand même assez sidérant, quoi. Et c'est pas étonnant dans ce cas-là. C'est sidérant. Oui. Vous me direz, on devrait être blasé, malheureusement, on devrait être blasé. C'est le service public. C'est le service public, voilà. C'est le service public. Payez votre redevance. Et puis aidez TV Liberté. Passons au zapping. Et pour eux, c'est un gros soulagement, c'est la fin d'un cauchemar. Et donc, la famille ici tient à remercier l'État français d'avoir procédé à ce rapatriement, mais pense aussi à tous ces autres enfants qui sont encore là-bas et qui ne sont que des enfants et qui doivent pouvoir grandir normalement, qui ne sont pas comptables des erreurs de leurs parents. Et je trouve que
On entend tellement de bêtises sur ce quartier de la Chapelle, on entend tellement de bashing, on entend tellement même de haine qui dégueule sur ce quartier. C'est un des quartiers les plus innovants, c'est un des quartiers les plus nouveaux, c'est un des quartiers qui représente le plus ce qu'est le Paris de demain que ce quartier de la Chapelle, et il mérite tellement mieux que ceux qui passent du matin au soir à en dire du mal. Caroline Mécari, merci. Vous êtes amatrice de football? Mais je suis absolument une fan et une supporter de l'équipe de France. Qui joue gardien de but dans l'équipe de France de foot? Je ne sais pas. Mais par contre, je peux vous dire qu'Amandine Henry est la capitaine et qu'on a d'excellentes joueuses. Voilà. Par exemple, que je soutiens. Non mais attendez, je suis pas en train de passer un quiz là. Vous adorez le foot féminin. Vous connaissez des joueuses tout simplement. Écoutez, par exemple, Wendy Renard, Valérie. Voilà, bon, peu importe. C'est une équipe, c'est collectif. Bien sûr. Vous connaissez tous les noms des joueurs de l'équipe de France? Non, je crois pas. Bon. Tous les noms des joueurs de l'équipe de France? Oui, de tous les noms. Alors non seulement je les connais, mais je les connais tous depuis 1950. D'accord. Je peux plus m'empêcher de penser à un truc un peu con. Hein. Vous me permettez 5 minutes, un peu. Mais la nana. Tu l'as vu la nana? Ouais, je l'ai vu. Tu fais venir une nana du Brésil. Attends, effectivement, c'est très con. Je m'attendais à ce que ce soit avion de chasse intersidéral. T'es vachement déçu. C'est de la 2e division, ça. Non, mais les gars, franchement, le mec, il peut avoir tout ce qu'il veut. Il a pris une Ligue 2. On pourrait saisir le ministère de la Vertu s'il existait pour certains des propos que Marlène Schiappa a écrits. La fellation est la spécialité des rondes. Donc voilà, ça c'est des propos qu'elle a écrits dans ses romans pornographiques. Par exemple, dans certaines banlieues, des problèmes, des actes violents à l'égard des femmes. Peut-être qu'on pourrait s'y intéresser plutôt que de jouer au ministère de la Surveillance comme le fait Marlène Schiappa. Par exemple, Zemmour, Buisson, Villiers. Plutôt que de chercher à voir ce qu'ils disent, on cherche à voir de quelle manière leur pensée serait le masque de pensées inavouables. Monsieur Bock-Côté avance masqué et depuis... lui aussi, j'avance masqué. Il oppose le politiquement abject, surtout, au politiquement correct. Pour dire nos saloperies, sans arrêt, vous nous éliminez. Mais pourquoi pour vous, lorsqu'on est en désaccord, c'est nécessairement des saloperies? Non, mais pas pourquoi des saloperies? Pourquoi des idées avec lesquelles vous êtes en désaccord? Forisson me dit que... Forisson apparaît. Face à une pensée qui vient exprimer, la réponse est Forisson, comme si l'idée pour le téléspectateur qui ne connaît pas encore la pensée de Mathieu Bock-Côté, qui n'a pas encore lu son livre, tu voulais induire l'idée que il y a quelque chose d'un peu de commun entre Forisson et Mathieu Bock-Côté. Monsieur, vous êtes un imbécile. Pardonnez-moi. Vous forissonnisez, vous êtes un imbécile. Point final. Je réponds pas, monsieur. Franchement, franchement. Qu'est-ce que je m'en fous de cette histoire-là? Je vous dis la vérité. Enfin, moi, je ne vais pas défendre la Marseillaise. Je n'aime pas ce chant-là. On a les néo-fachos qui sont très organisés, très forts, incrustés dans le paysage politique et même banalisés. Quand je vous entends dire qu'on a des néo-fachos en France, c'est ça qui pose le problème. Les gens n'en peuvent plus qu'une certaine gauche fasse comme ça le donneur d'ordre moral en disant « Regardez, vous votez pour des fachos, voilà ce qui vous amène ». Moi, je pense que vous payez ça, c'est-à-dire une certaine, comme ça. Moi, je trouve que vous avez un culot d'acier à faire la morale comme ça, à reproposer la 6ème République alors que vous faites 6%. Il a gagné la bataille idéologique, Donald Trump. Ces idées de protectionnisme économique, de patriotisme économique, qui étaient vues comme des idées marginales dans le néolibéralisme américain, eh bien aujourd'hui, ce sont des idées qui sont en passe de devenir mainstream dans l'élection à venir. Chartres sonne, Chartres t'appelle. Samedi, 14 000 pèlerins sont partis de l'église Saint-Sulpice à Paris pour rejoindre la cathédrale Notre-Dame de Chartres. Une distance de 110 km pour une moyenne d'âge de 20 ans. Des pèlerins de différents pays ont occupé leur Pentecôte avec ce pèlerinage. Plus de 300 clercs y célèbrent la messe sous sa forme traditionnelle pour ce qui constitue le plus grand pèlerinage à pied d'Europe occidentale. D'abord, merci pour les images de fin, les belles images du pèlerinage de Chartres, qu'on n'a pas vu beaucoup sur les médias dominants, mais qu'on a vu quand même sur Boulevard Voltaire, sur TV Liberté, sur les vrais médias d'information. Beau pèlerinage, c'était de belles images. Ça, c'est le côté positif. Un peu moins positif, encore que c'est très intéressant. La déclaration de cet élu du Conseil de Paris sur le quartier de la Chapelle, qui décrit, je cite, un des quartiers qui représentent le Paris de demain.
c'est-à-dire c'est le Paris du tiers-monde, avec des clandestins, avec de la saleté, avec du crack, avec de la drogue, avec du trafic. Très beau reportage d'ailleurs de TV Liberté sur le sujet. Il nous dit c'est le Paris de demain. Je crois qu'il a malheureusement en partie raison, s'il n'y a pas de grand changement. C'est ce qu'on appelle le grand remplacement précisément. Là au moins, il le reconnaît. Involontairement, mais il le reconnaît. Involontairement. Alors, on a ensuite les opérations de sectarisme habituelles. Alors on a ces malheureux journalistes sportifs, Roten et Riolo, qu'on fait une plaisanterie, allez, on va dire à 2 balles, sur la femme qui a fait venir Neymar depuis le Brésil. Et donc, scandale, les ligues de vertu se mobilisent, le ministère de la Vertu se mobilise et ils sont suspendus pendant... jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Bon, voilà. Donc, vraiment, on n'a plus le droit de blaguer, même si la blague est de mauvais goût. C'est ça qui est grave quand même, on a une interdiction de l'humour. Et puis, on a aussi une volonté d'interdire de dire des choses qui ne sont pas parfaitement conformes. On voit très bien que Goupil, qui est un parfait sectaire, veut interdire de paroles boycottées. Qu'est-ce qu'il utilise comme méthode ? Le point Godwin. Dès que vous dites quelque chose qui ne convient pas tout à fait, ça ramène à la Seconde Guerre mondiale et à tout ce qui tourne autour. Le nazisme a disparu en 1945, mais l'antinazisme est devenu l'idéologie dominante qui s'impose à tout. On ne peut plus rien dire sans être sous le feu de cette espèce de nouvelle idéologie totalitaire qui vise à interdire de parler. Voilà. Tout ça fait partie du lavage de cerveau médiatique, comme on l'a vu d'ailleurs dans cette histoire de football féminin, cette fois sur le féminisme et non pas sur l'antiracisme, avec l'avocate Mécari, qui avoue d'ailleurs qu'elle est dans une pure opération de propagande, puisqu'elle explique qu'elle adore le football féminin, alors que manifestement, elle ne connaît pas les noms des joueuses et elle les a à peine sur ses fiches, elle n'y connaît rien, mais elle est dans son œuvre de propagande. C'est une militante homosexualiste, en l'occurrence, féministe homosexualiste. Elle est dans son œuvre de propagande, mais elle ne connaît absolument rien. Elle est là pour laver le cerveau. Ouais, ou alors elle sait faire laver le cerveau, puisqu'elle est... Elle aime la chose par principe, sans rien connaître. Et du coup, c'est un peu la même chose que beaucoup de personnes qui aiment par principe parce que les médias leur ont dit d'aimer, alors qu'ils n'y connaissent rien. Alors, c'est intéressant de voir l'efficacité, on l'a dit déjà, l'efficacité de la propagande. C'est quand même quelque chose à retenir. Et il ne pourrait y avoir de liberté, de changement de politique, sans mise en cause de ces opérations de propagande systématiques qui se déversent beaucoup plus fréquemment. Les tempêtes médiatiques sont beaucoup plus fréquentes que les tempêtes maritimes sur les côtes. Passons au deuxième sujet, Gay Pride à Saint-Denis, LGBT et médias BA. Une Gay Pride a donc eu lieu à Saint-Denis. La manifestation était protégée par des policiers, puis le trajet s'est cantonné à des rues commerçantes. Il n'y a donc pas eu d'incident majeur. Et de nombreux médias étaient présents sur place, où se sont fait l'écho de cette manifestation, avec un mot d'ordre. Les banlieues ne sont pas des endroits où l'homophobie est plus importante qu'ailleurs. L'AFP a par exemple produit une dépêche, reprise ici par l'Express. 1 millier de personnes à Saint-Denis pour la Gay Pride des banlieues. Les journalistes de l'AFP déclarent un défilé festif et coloré sous le regard parfois ahuri mais plutôt amusé des habitants, avec l'un des organisateurs de la marche qui confie qu'il veut montrer que la banlieue n'est pas une zone de non-droit comme certains veulent le faire croire. La journée doit être placée sous le signe de l'intersectionnalité, soit la lutte contre le cumul des discriminations. Et dans l'article, on note, dans les rues de Saint-Denis, drag queens, transsexuels et hommes légèrement vêtus défilent devant des habitants interloqués et amusés. Puis il y a la parole qui est donnée à des manifestants. C'est une ville militante et aujourd'hui la communauté LGBT ressent le besoin de s'exprimer, alors j'accompagne. Tout le monde a sa place ici, ajoute ce musulman pratiquant. Les gens ont peur des banlieues, c'est une image véhiculée par les imaginaires collectifs, par la sphère médiatique et par une grosse partie de la classe politique, assure Youssef, habitant d'Aubervilliers. Aujourd'hui, je n'ai vu aucune violence, alors qu'en Vendée, un stand LGBT a été attaqué par un groupe de jeunes, déplore le militant.
Et enfin, la parole à un élu local. Je suis convaincu que ce n'est pas plus compliqué d'être LGBT à Saint-Denis qu'à Paris, affirme Majid Messaouden, élu de Saint-Denis. C'est autant des familles blanches que arabes qui rejettent leurs enfants quand ils font leur coming out. Donc, Jean-Yves, on voit qu'il y avait un mot d'ordre clair, c'est en gros pas d'amalgame, la banlieue, c'est un endroit comme les autres. Quoi. Absolument. L'idéologie dominante, en fait, elle promeut, et la propagande qui l'accompagne, elle promeut les minorités ethniques d'un côté, les minorités ethniques et religieuses, et les minorités sexuelles de l'autre. Sauf qu'il y a quand même une certaine contradiction. Ouais. Et donc, là, l'opération était d'essayer de passer à travers les mailles de la contradiction, donc de montrer que finalement, ça pouvait bien se passer. Alors en fait, c'est très périphérique, parce que c'est la périphérie de la Seine-Saint-Denis. Et puis, on va dire les choses. C'est pas les habitants de Seine-Saint-Denis qui ont défilé. On voit très bien, à part 2-3 personnes de ci, de là, c'est essentiellement une manifestation, allez, on va dire les choses, une manifestation blanche, voilà, qui est venue de manière, je dirais, c'est peut-être une entreprise de reconquête territoriale d'un certain point de vue, puisque ils viennent sur un territoire qui n'est pas tout à fait le leur, voilà. Alors ce qui est amusant, c'est une séquence qui a été capturée par Quotidien, où on voit bien justement cet élu local qui discute avec un militant LGBT qui n'est pas aussi angélique que lui et que les organisateurs de la manifestation sur l'homophobie dans les banlieues. On regarde la séquence tout de suite. Tout le monde le sait, il est plus difficile de vivre son orientation sexuelle et son identité de genre dans les quartiers populaires qu'à Paris. On sait très bien qu'en banlieue, dans les quartiers populaires, non, il n'y a pas de on sait, c'est tabou. C'est tabou. Ça, tu te bases sur rien. Quand tu dis ça, tu te bases sur rien. Mais ça, c'est dû à plusieurs facteurs. Moi, je vais te dire, les faits, c'est quoi? Aux cultures, à Paris, c'est dû aux religions et à l'éducation. Ça, c'est le discours du Front National. Moi, ce que je te dis, pas du tout. Un peu de réel dans ce monde d'occultation. Ouais, c'est étonnant. Mais en tout cas, on voit bien effectivement que les organisateurs avaient pas envie d'entendre ce discours-là, en tout cas. Et les médias non plus, a priori. Et justement, il y a quelque chose qui est assez intéressant dans le traitement médiatique par l'AFP notamment, c'est qu'on a l'impression que les habitants sont plutôt amusés par la manifestation et sont plutôt bienveillants. On le revoit avec l'AFP, un défilé festif et coloré, donc sous le regard parfois ahuri, mais plutôt amusé des habitants. Un article du Parisien. Les habitants surpris et amusés. Les habitants regardaient avec un air surpris, voire amusé, le défilé. Puis la parole à un témoin. Voir une telle manifestation à Saint-Denis, c'est encourageant. Toute la diversité de la ville est représentée, observe Sébastien. Donc, choix des habitants de Saint-Denis interrogés et puis des faits mis en lumière, mais qui n'a pas été le même en fait par Valeurs Actuelles, qui lui a tendu son micro aussi à d'autres personnes. Dans cet article, Gay Pride à Saint-Denis, le choc des communautés. Et dans cet article, on note que nombreux sont ceux qui mettaient pour la première fois les pieds à Saint-Denis. À la question « Vous n'avez pas peur de venir manifester ici ?» 3 adolescentes répondent « Si, un peu ». Donc on voit que ce ne sont pas des gens qui sont venus de Saint-Denis, donc comme vous l'avez dit précédemment. Et puis surtout, l'article de Valeurs Actuelles, il note que quelques altercations verbales ont eu lieu, notamment par exemple une personne d'origine maghrébine qui s'est un peu énervée et qui a déclaré « Je ne suis pas pour la peine de mort, mais c'est contre nature d'être homosexuel ». Pareil, une femme voilée qui s'est affolée à la vue de certains déguisements aux allures sataniques. C'est une honte. Après, il y a l'enfer, a-t-elle déclaré. Et puis, Valeurs Actuelles a noté que sur les terrasses composées quasi exclusivement d'hommes, en fait, les manifestants se faisaient moquer par les personnes en terrasse. Donc, Jean-Yves, on voit que les médias, en fait, notamment l'AFP, ont caché la réalité, les altercations, pour en brosser un portrait idyllique de cette manifestation, tout simplement. Absolument, oui. Et donc bravo à Valeurs Actuelles d'ailleurs pour avoir porté un peu de diversité. Un peu de réinformation, quoi, voilà. Effectivement. Et en parlant de réinformation, je vous propose qu'on passe au tweet.
Je vais centrer un petit peu sur les libertés. Les libertés, bravo aux journalistes mexicains de soutenir Assange. On aimerait que les Français en fassent autant. On aimerait que les Français en fassent autant, mais ça, c'est pas tout à fait le cas. Bravo à ceux qui, aux États-Unis, déplorent la disparition du dessin de presse au New York Times. Là, on voit aussi toujours le fait que l'humour devient de plus en plus interdit, proscrit dans les sociétés politiquement correctes. L'affaire du Spiegel rebondit. Le Spiegel, c'est l'histoire de ce grand journaliste titré dont on a découvert qu'il bidonnait ses entretiens. Dans le sens du politiquement correct, Dans le sens du politiquement correct, bien entendu. Sinon, ça aurait duré moins longtemps. Ça aurait duré moins longtemps. Et qu'il inventait, au fond, des personnages qui disaient ce qu'il avait envie d'entendre, ou plus. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que c'est sa direction qui avait envie d'entendre et qui lui orientait les reportages. Et après, il les faisait à sa manière, c'est-à-dire tout simplement en inventant les faits qui allaient bien pour le scénario, au fond, politiquement correct qu'il s'agissait de construire. Plus grave peut-être, cette information comme quoi les gendarmes auraient arrêté 5 hommes d'ultra-droite soupçonnés de vouloir attaquer un lieu de culte arrêté. Alors, c'est quand même assez extraordinaire d'arrêter des gens soupçonnés de vouloir attaquer un lieu de culte, en l'occurrence musulman ou juif, je ne sais pas, alors qu'il y a des centaines de profanations d'églises, de dégradations, des dizaines d'incendies, et qu'on n'arrête pratiquement jamais personne. Il y a moins d'empressement, ça c'est sûr. Il y a moins d'empressement. L'enquête sur Notre-Dame, incendie probablement, mais pas absolument certainement accidentel, on n'a pas de nouveauté. Or, soit il est criminel, soit il est accidentel. S'il est accidentel, ça renvoie quand même à des responsabilités et à des fautes humaines. On en est où? Pas de nouvelles. Plus grave, Saint-Sulpice, dont on sait que c'est un incendie non accidentel, c'est-à-dire c'est le terme médiatique. Criminel, pas de nouvelles non plus. Donc, on déploie des moyens de police ou de gendarmerie considérables pour des gens qui sont soupçonnés de vouloir commettre, probablement des propos d'après-boire d'ailleurs, des attentats, mais... des attentats, non, même pas des attentats, on pourrait appeler ça des attentats si c'est motivé par politiquement... Il faut voir le degré, parce que si ça consiste à mettre une tranche de jambon sur la porte, c'est pas tout à fait un attentat non plus. Mais donc, là, on met des gros moyens considérables, mais contre des faits qui n'existent pas, et on ne met rien pour interpeller les auteurs de faits, eux, bien réels. Encore une fois, qu'il s'agisse de profanation, de dégradation, d'incendie volontaire, ou, parce que c'est aussi une faute, d'incendie par négligence. Voilà. Là, c'est pas 2 poids, 2 mesures. Alors, évidemment, bien sûr, il faut quand même préciser que tout ça est fait dans le cadre d'autorités de police et d'autorités de justice qui sont sous le contrôle direct du pouvoir politique. Précision est utile. Passons au 3e sujet. Cagnotte Litchi, des convocations coup de poing. Voilà une information qui a fait rugir sur les réseaux sociaux des donateurs à la cagnotte Litchi en soutien à Christophe Détinger, le boxeur des Gilets jaunes. Ces soutiens ont été convoqués par les services de police pour répondre à des questions sur leurs dons. Alors, quels sont les faits? L'AFP a mené l'enquête. On le voit par exemple avec cet article du Monde. Les dons avaient afflué, 145 000 € selon les Détinger, mais la plateforme a fermé la cagnotte et bloqué l'argent. 40 souscripteurs ont porté plainte, estimant que Litchi avait manifestement détourné les fonds en procédant unilatéralement au remboursement et en modifiant unilatéralement leur destination. Alors selon Litchi, l'organisateur s'était engagé à ce que les sommes récoltées servent uniquement à couvrir les frais de justice,
Sauf que l'organisateur ne s'est jamais engagé à ce que les fonds ne servent que pour les frais d'avocat, a répondu Laurence Léger, qui défend également le couple d'Ettinger. C'est donc cette plainte des 40 donateurs contre Litchi qui a motivé l'audition des autres donateurs. Et donc Le Monde revient sur les faits. Dans au moins un courriel dont a eu connaissance l'AFP, un officier a invité plus d'une centaine de donateurs pour venir témoigner. Ceux qui ne pouvaient pas venir se sont vus adresser 2 questions auxquelles ils devaient répondre par écrit. Alors les 2 questions, les voici. Pour quelle raison avez-vous souscrit un don à la cagnotte Litchi en soutien à Christophe d'Ettinger ? Et à quelle date avez-vous souscrit et quel était le motif de la cagnotte sur le site ? Notant que ce message a par ailleurs été envoyé à toutes les adresses par paquet sans cacher les destinataires, donc tout le monde avait les adresses de tout le monde. Et les réactions ont été évidemment outragées sur les réseaux sociaux. Du côté des médias, il y a eu un certain calme, sauf pour Marianne, qui n'a pas hésité à s'engager en donnant la parole à un journaliste qui avait rédigé un livre sur l'affaire d'Ettinger. Ce journaliste qui déclare « La première question pose énormément de problème car elle relève de l'opinion. Je suis en contact avec les avocats de Christophe d'Ettinger, mais aussi avec des policiers très choqués par cette procédure. Il apparaît clairement que nous avons affaire à une police politique. » Et Sud Radio a également donné la parole à un avocat, l'avocat de Christophe d'Ettinger. « Les gens qui avaient donné pour Tariq Ramadan accusé de viol n'ont jamais été convoqués. C'est une justice à 2 vitesses. » Jean-Yves, que penser de cette affaire ? Écoutez, les gens ont donné à une cagnotte. La cagnotte, tout ça, tout est tracé. Puisque tout se passe de manière numérique, tout est tracé. Donc on sait très bien, la police sait très bien qu'est-ce qu'il y avait comme objet pour la cagnotte. Donc il n'y a pas besoin de redemander aux gens. En plus, on demande aux gens 3 mois ou 6 mois après. Donc la mémoire, c'est quand même assez volatile. Et un officier de police qui sait bien interroger les gens, et qui sont pas forcément expérimentés, il lui fait dire ce qu'il veut. Donc pourquoi ils font ça ? Eh bien, parce qu'il y a eu effectivement une plainte de 40 personnes contre Litchi, qu'ils accusent d'avoir détourné, arrêté, bloqué l'argent de la cagnotte sans raison. Bon, il se trouve que Litchi a bloqué la cagnotte sur demande du gouvernement. Enfin, on peut le supposer, c'est pas avéré. Le gouvernement l'avait demandé. Oui. Alors, est-ce que c'est... Parce qu'ils ont trouvé le gouvernement l'avait demandé, et même Madame Schiappa, je crois, avait demandé la liste, liste des donateurs. Elle va l'avoir. Donc, elle va l'avoir, effectivement. Voilà. Donc, et évidemment, il y a une collaboration étroite entre Litchi et le gouvernement et les services de police. D'abord parce que la police, là, elle vient pour défendre un peu Litchi face aux gens qui l'attaquent. Et puis la patronne de Litchi, Céline Lazorte, c'est une militante En Marche. Non, elle soutient Macron, elle soutient En Marche. Oui. Voilà, bon, à sa manière, elle va pas coller des affiches, elle est trop chic pour ça. Mais enfin, c'est quand même un soutien d'En Marche. Donc tout ce petit monde se tient et se soutient. Alors, c'est vrai que c'est assez inquiétant, puisqu'on demande aux gens, mais pour quelle raison vous avez donné pour une cagnotte ? C'est leur opinion, c'est leur choix. On est vraiment dans le... oui, je crois que le terme est juste, on est dans la police politique. Oui, en sachant que les médias se sont vraiment pas affolés, à part Marianne, Sud Radio, et puis les médias de réinformation, les médias alternatifs, mais sinon, c'est calme plat, alors que si ça avait été une opération une telle opération dans un pays un peu plus... un peu moins bien vu par l'établissement, ça aurait été un peu différent, je pense. Heureusement que c'est pas en Pologne, heureusement que c'est pas en Hongrie, heureusement que c'est pas en Russie. Eh oui. Bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Jean-Yves Le Gallou pour suivre, en plus sur le site TV Liberté, cette vidéo et les suivantes, les prochains numéros d'Immédiat. Et puis Jean-Yves, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.